le déclara. Enfin, parce que les délires d'aujourd'hui sont parfois les vérités de demain. Taine n'aurait-il point paru délirant à Boileau? Georges Blin à Brunetière? Non. Si le critique est tenu à dire quelque chose, et non n'importe quoi, c'est qu'il accorde à la parole, celle de l'auteur et la sienne, une fonction signifiante. Et que par conséquent, l'anamorphose qu'il imprime à l'œuvre, et à laquelle personne au monde n'a le pouvoir de se soustraire, est guidée par les contraintes formelles du sens. On ne fait pas du sens n'importe comment. Si vous en doutez, essayez. La sanction du critique, ce n'est pas le sens de l'œuvre, c'est le sens de ce qu'il en dit. La première contrainte est de considérer que dans l'œuvre, tout est signifiant. Une grammaire n'est pas bien décrite si toutes les phrases ne peuvent s'y expliquer. Un système de sens est inaccompli si toutes les paroles ne peuvent s'y ranger à une place intelligible. Qu'un seul trait soit de trop, et la description n'est pas bonne. Cette règle d'exhaustivité, que les linguistes connaissent bien, est d'une autre portée que l'espèce de contrôle statistique dont on semble vouloir faire une obligation aux critiques. Et là, il fait allusion directement à la critique de Raymond Picard qu'on a vu tout à l'heure. Raymond Picard disait sa théorie, son équation, elle est valable seulement pour 3 théories et pas sur pour 3 tragédies et pas seulement pour 11 tragédies. Une opinion obstinée, venue une fois de plus d'un prétendu modèle des sciences physiques, lui souffle qu'il ne peut retenir dans l'œuvre que des éléments fréquents, répétés, faute de quoi il se rend coupable de généralisation abusive. Il cite Raymond Picard. Et d'extrapolation aberrante. C'est encore une fois une expression tirée du livre de Picard. Vous ne pouvez, lui dit-on, traiter comme général des situations que l'on trouve seulement dans 2 ou 3 tragédies sur Racine. Il faut rappeler une fois de plus que structurellement, le sens ne naît point par répétition, mais par différence. En sorte qu'un terme rare, dès lors qu'il est saisi dans un système d'exclusion et de relation, signifie tout autant qu'un terme fréquent. En français, le mot baobab n'a ni plus ni moins de sens que le mot ami. Le décompte des unités signifiantes a son intérêt, et une partie de la linguistique s'en occupe. Mais il éclaire l'information, non la signification. Donc je m'arrête là sur cette lecture du Critique et Vérité, qui est une réponse directe à Raymond Picard, mais qui est en même temps un prétexte pour redéfinir ce que c'est que la nouvelle critique et quel est son rapport à la linguistique en particulier, et à la notion de système, qui sous-tend l'ensemble de l'œuvre de Roland Barthes. Il essaye de montrer à chaque fois quand il lit une œuvre littéraire que cela fait système. Qu'est-ce que c'est un système? C'est un ensemble d'unités qui se définissent par leur relation avec les autres. Elles ne se définissent pas en soi. Et à chaque fois, que ce soit sur Racine ou pour l'Empire des Signes, quand il voyage au Japon, il recherche cet esprit de système. Il recherche à dégager un système tel que la linguistique l'a mis en méthode, tel qu'il l'a découvert avec Saussure. Alors, Picard a été un des premiers textes sévères à l'égard de Roland Barthes, et qui portait en particulier sur la critique littéraire. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 grands types de textes chez Roland Barthes, la critique littéraire et la sémiologie, qui débordent le texte littéraire. Il y a donc eu un reproche sur le mode, non pas critique littéraire et méthodologique, comme on vient de le voir, mais cette fois sur un mode idéologique. Et un des adversaires les plus féroces
à l'égard de Roland Barthes a été Simon Leys, notamment à la suite d'un voyage qu'il a fait en Chine en 1974 avec le groupe Tel Quel, dont une des figures les plus importantes est sans doute Philippe Solers. L'amitié de Roland Barthes, qui vient de sortir, raconte aussi cet épisode-là, 1974, le voyage en Chine. Pour Simon Leys, c'est une autre forme d'aberration, cette fois pas méthodologique, mais idéologique. Et je vais vous lire un extrait d'un article qui est paru il y a peu de temps, à la suite de la publication posthume des carnets du voyage en Chine de Roland Barthes. Voyage en Chine qu'il a fait en 1974, donc avec Tel Quel, et qui a été exhumé récemment dans la collection aux éditions Christian Bourgois. Donc Simon Leys, c'est donc le pseudonyme de Pierre Rickmans, qui est donc un sinologue que certainement vous connaissez. Il n'est pas seulement sinologue, c'est aussi le premier à avoir dénoncé les intellectuels, l'engouement des intellectuels parisiens pour Mao et pour le mouvement maoïste. Il a écrit un livre très important à l'époque qui était Les habits neufs du président Mao. Et c'est à travers cette vision extrêmement critique du régime communiste de Mao qu'il a fait la critique de Roland Barthes et des intellectuels du même mouvement auquel il appartenait. Donc voici un extrait d'un article récent, mais pas si récent puisque Simon Leys est mort, Pierre Rickmans est mort l'année dernière, mais qui a fait suite à la publication de ce livre-là. Je vous le lis intégralement parce qu'il est très bien écrit. Et je vois un danger de alors là, malheureusement, je crois que c'est trop petit, vous n'allez pas pouvoir suivre. Je vais dire lentement. En avril-mai 1974, Roland Barthes a effectué un voyage en Chine avec un petit groupe de ses amis de Tel Quel. Tel Quel, c'était une revue critique et politique de l'époque, dirigée entre autres par Philippe Solers et Julia Kristeva. Cette visite avait coïncidé avec une purge colossale et sanglante, déclenchée à l'échelle du pays entier par le régime maoïste. La sinistrement fameuse campagne de dénonciation de Lin Piao et Confucius, Pilin Pico. À son retour, Barthes publia dans Le Monde un article qui donnait une vision curieusement joviale de cette violence totalitaire. Il cite donc Roland Barthes. Son nom même en chinois, Pilin Picong, teinte comme un grelot joyeux et la campagne se divise en jeux inventés, une caricature, un poème, un sketch d'enfant au cours duquel tout à coup une petite fille fardée pourfend entre deux balais le fantôme de Lin Piao. Le texte politique, et lui seul, engendre ces mêmes happenings. À l'époque, fin de la citation, c'est de nouveau Simon Leys qui écrit, qui parle, à l'époque, cette lecture me remit aussitôt en mémoire un passage de Lu Xun, le plus génial pamphlétaire chinois du XXe siècle. Notre civilisation chinoise, tant vantée, n'est qu'un festin de chair humaine apprêté pour les riches et les puissants. Et ce qu'on appelle la Chine n'est que la cuisine où se concocte ce ragoût. Ceux qui nous louent ne sont excusables que dans la mesure où ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ainsi ces étrangers, que leur haute position et leur existence douillette ont rendu complètement aveugles et obtus. Aveugles et obtus. 2 ans plus tard, l'article de Barthes fut réédité en plaquette de luxe à l'usage des bibliophiles, augmenté d'une postface qui m'inspira la note suivante. Monsieur Barthes nous y explique en quoi résidait la contribution originale de son témoignage, que de grossiers fanatiques avaient si mal compris à l'époque. Il s'agissait, nous dit-il, d'explorer un nouveau mode de commentaire, le commentaire sur le ton no comment, qui soit une façon de suspendre son énonciation sans pour autant l'abolir.
M. Barthes, qui avait déjà de nombreux titres à la considération des lettrés, vient peut-être de s'en acquérir un qui lui vaudra l'immortalité. En se faisant l'inventaire de cette catégorie unie, le discours ni assertif, ni négateur, ni neutre, l'envie de silence en forme de discours spécial. Par cette découverte, dont toute la portée ne se révèle pas d'emblée, il vient en fait, vous en rendez-vous compte, d'investir une dignité entièrement neuve, la vieille activité si injustement décriée du parler pour ne rien dire. Au nom des légions de vieilles dames qui, tous les jours, de 5 à 6, papotent dans les salons de thé, on veut lui dire un vibrant merci. Enfin, ce dont beaucoup sans doute devront lui être le plus reconnaissant dans cette même postface, M. Barthes définit avec audace ce qui devrait être la vraie place de l'intellectuel dans le monde contemporain, sa vraie fonction, son honneur et sa dignité. Il s'agit, paraît-il, de maintenir bravement envers et contre la sempiternelle parade du phallus de gens engagés et autres vilains tenant du sens brutal, ce suintement exquis d'un tout petit robinet d'eau tiède. Voici maintenant que ce même éditeur nous livre le texte des carnets dans lesquels Barthes avait consigné au jour le jour les divers événements et expériences de ce fameux voyage. Cette lecture pourrait-elle nous amener à réviser notre opinion? Donc autrement dit, jusqu'à présent, Simon Leys reproche à Roland Barthes de parler pour ne rien dire. Nouvelle publication, il se demande s'il va réviser son jugement. Voyons la suite. Dans ses carnets, Barthes note à la queue leu très scrupuleusement tous les interminables laïus de propagande qu'on lui sert lors de ses visites de communes agricoles, d'usines, d'écoles, de jardins zoologiques, d'hôpitaux, etc. Donc il fait, Roland Barthes décrit effectivement son voyage en Chine, il est pris en charge intégralement et il visite effectivement des usines, des communes, des fermes, les lieux de vie, de propagande de l'époque. Il cite donc ce livre-là. Légumes, année dernière, 230 millions d'olives, plus pommes, pois, raisins, riz, maïs, blé, 22 000 porcs, plus canards, travaux d'irrigation, 550 pompages électriques, mécanisation, tracteurs, plus 140 motoculteurs, transport, 110 camions, 770 attelages, 11 000 familles, égale 47 000 personnes, égale 21 brigades de production, 146 équipes de production. Ces précieuses informations remplissent 220 pages. Elles sont entrecoupées de brèves notations personnelles, très elliptiques. Déjeuner. Tiens, des frites. Oubliez de me laver les oreilles. Pissotière. Ce qui me manque. Pas de café, pas de salade, pas de flirt. Migraine, nausée. La fatigue, la grisaille, l'ennui de plus en plus accablant ne sont traversés que par de trop rares rayons de soleil. Ainsi, une tendre et longue pression de main que lui accorde un joli ouvrier. Le spectacle de cet immense pays terrorisé et crétinisé par la rhinocérite maoïste a-t-il entièrement anesthésié sa capacité d'indignation? Non. Mais il réserve celle-ci à la dénonciation de la détestable cuisine d'Air France. De la détestable cuisine qu'Air France lui sert dans l'avion du retour. Il cite: le déjeuner Air France est si infect, petit pain comme des poires, poulet avachi en sauce graillon, salade colorée, choux à la fécule chocolatée, et plus de champagne, que je suis sur le point d'écrire une lettre de recommandation. Fin de la citation. Mais ne soyons pas injustes. Chacun de nous tous, chacun de nous note des monceaux de sornettes à son usage privé. On ne peut nous juger que sur celles dont nous faisons un usage public. Quoi que l'on puisse penser de Roland Barthes, nul ne saurait nier qu'il avait de l'esprit et qu'il avait du goût. Et aussi s'est-il soigneusement abstenu de publier ses carnets.
Maintenant, qui, diable, a pu avoir l'idée de cette consternante exhumation? Si cette étrange initiative émane de ses amis, ceci rappelle alors la mise en garde de Vigny. Un ami n'est pas plus méchant qu'un autre homme. Un ami n'est pas plus méchant qu'un autre homme. Dans le dernier numéro du magazine littéraire, Philippe Solers estime que ces carnets reflètent la vertu que célébrait George Orwell, la décence ordinaire. Il me semble au contraire que dans ce qu'il était, Barthes manifeste une indécence extraordinaire. De toute manière, ce rapprochement nous paraît incongru. La décence ordinaire, selon Orwell, est basée sur la simplicité, l'honnêteté et le courage. Barthes avait certainement des qualités, mais pas seulement. Devant les écrits chinois de Barthes et de ses amis de Tolkien, une seule citation d'Orwell saute spontanément à l'esprit. Vous devez faire partie de l'intelligentsia pour écrire des choses pareilles. Nul homme ordinaire ne saurait être aussi stupide. Simon Leys. Donc, violente critique idéologique des écrits de Roland Barthes, ou des écrits chinois, de cette publication posthume qui date de 2015, 2014, 2015. Non, pardon, 2009, excusez-moi. 2009. 2014-2015, c'était pas possible. 2009. Je vais pourtant vous en lire quelques extraits et confronter ce texte, puisque la parole est à la défense, avec l'accusation de Simon Leys. Et voyons s'il est possible de faire l'apologie de Roland Barthes, ou en tout cas de lui accorder les circonstances atténuantes. Si je peux me permettre, parce que je suis en train de lire Julia Kristeva, et il y a tout un passage où elle explique un peu la posture Nini, elle met une critique à travers une lecture de Barthes. Et c'est bon, après Julia Kristeva, je peux me tromper, mais il semble qu'elle est disciple de Barthes, un mini-disciple. Elle est condisciple, je dirais, puisque elle faisait partie du groupe tel quel. C'était la femme de Philippe Solers. D'accord. Et elle est aussi une grande psychanalyste. Et donc, je découvre un peu, j'ai pas encore lu Barthes, mais du coup j'ai lu Barthes. Elle fait partie du mouvement de la sémiologie, de la psychanalyse. Et donc elle a un éclairage aussi qui est intéressant sur cette posture, qui est un peu moins... Elle était aux premières loges puisqu'elle a participé effectivement au voyage en Chine en 1974 en compagnie de son compagnon. Et donc effectivement ce serait un approche, mais j'imagine beaucoup moins virulente et beaucoup plus amicale malgré tout que la version que Simon Leys. Elle s'en cache à peine. Comment? Elle s'en cache à peine. Ouais. Donc je vous lis un extrait de ce voyage en Chine, de ces carnets posthumes. Dont il faut rappeler que Roland Barthes n'a pas souhaité la publication. Donc il est à Nankin, à l'école normale supérieure, il écrit 18h, donc c'est sous la forme de prise de notes. 18h, Lin Piao. Alors je précise que quand il enregistre tout ce qu'il voit, et quand il a une opinion, il exprime cette opinion entre crochets. Donc je vous le dirai quand il exprimera cette opinion. 18h, Lin Piao. Se modérer pour se cacher. Attendre le moment propice. Arriviste, à double face. Lin Piao et la lecture de Mao a choisi des citations, des phrases pour qu'on les récite, au lieu d'étudier l'ensemble de la pensée dans sa profondeur et son extension marxiste. S'abriter derrière un prétendu réalisme pratique. Portait le drapeau rouge pour s'opposer au drapeau rouge. Il voulait saper l'étude de Mao. Donc là, c'est la critique de Lin Piao par la propagande communiste dont Roland Barthes enregistre. Entre crochets, l'artiste, 69 ans, très ému à notre départ. Ses doigts jaunis à ongles longs. Il pleut, dîner. Entre crochets. Philippe Solers a manqué d'obtenir de Zhao un document qui était la liste pure et nue de toutes les briques utiles à un traducteur. Le document sémiotique absolu.
Il dit les briques, mais qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, j'ai retrouvé dans le système de la mode la définition qu'il donnait de briques. Il entend par briques, en fait, des sortes de stéréotypes langagiers qu'il emprunte à la logique de Mandelbrot, qu'il définit comme un morceau de calcul codé à l'avance et que l'on utilise comme des briques dans la construction de tout code. Autrement dit, par briques, il entend les morceaux de discours, de propagande qu'il reçoit en permanence. Et il voulait donc enregistrer là la liste de toutes les briques auxquelles ils sont soumis, leur petit groupe, et qui l'ennuient profondément. Ils n'ont pas, paraît-il, de carte d'identité, probablement une carte de travail, entre cochets, rien de l'incident, du pli, rien du haïku. La nuance, pas de nuance. Entre crochets toujours. Depuis 8 jours, je ne suis pas en épanouissement d'écriture, en jouissance d'écriture, sec, stérile. Ce qui caractérise en fait les carnets, ces carnets-là, c'est quand même un document assez fascinant sur la propagande de l'époque, sachant que l'envers sanglant, évidemment, lui était complètement caché, puisqu'ils étaient entièrement guidés dans leur voyage de Chine. Malgré tout, il n'est pas du tout dupe de la propagande auquel il est soumis. Et ça l'ennuie profondément. La référence au haïku fait évidemment référence à la jouissance qu'il a pu éprouver quand il a, par opposition, visité le Japon, où le haïku est un trait de style, est un trait même du système de signes tel qu'il le décrit dans son voyage. La Chine, c'est le contraire. C'est l'ennui absolu, c'est des briques. Le contraire du haïku, en fait, c'est la brique. Je vous lis encore un autre extrait, toujours dans la perspective de faire une apologie, au moins de nuancer en tout cas les propos de Simon. Là, cette fois, il visite, avant son départ, l'université de Beijing. Et il a une discussion avec les intellectuels chinois qu'il rencontre. Autre question. Critique de l'ensemble de la tradition culturelle chinoise. Aspect positif du travail intellectuel dans le monde occidental. Littérature et linguistique. Donc, il met en masse des questions et il en attend les réponses, toujours sur le mode de la prise de notes. Réponse. Littérature classique chinoise. Littérature classique chinoise. Tâche de liquider l'influence du confucianisme. Plus, tâche d'étudier la tradition de l'école légaliste. Entre crochets. Peut-être cet amas de briques parce qu'ils sont écoutés. Non de nous, mais d'eux-mêmes. Entre crochets, il désigne là qu'il est l'objet d'une propagande, qu'il est soumis à la propagande. C'est encore une fois des briques. Il y a des briques partout dans ce livre. Le progrès était toujours associé au légalisme, entre crochets. La fadeur renouvelée du thé est homologue à la fadeur répétée des discours. À l'heure actuelle, le problème principal est confucianisme-légalisme, entre crochets. On ne s'occupe pas du taoïsme, du bouddhisme, entre crochets. La femme aussi, au joli accent, se met à entasser ses briques. Principe. Héritier d'une manière critique, ce qui est ancien doit servir au présent. Toutes les recherches, à travers Picon plus problème théorique, comment créer des images de héros, comment la littérature peut-elle servir à la cause. Donc il en conclut, entre crochets, cette université, super orthodoxe, super radicale, super catéchistique, donc effectivement, avant-garde, mais pas dans notre acception. Entre crochets toujours, totalitarisme, j'avais prévu de vous montrer ces extraits-là. Entre crochets toujours, totalitarisme politique absolu, radicalisme politique. Personnellement, je ne pourrais vivre dans ce radicalisme, dans ce monologisme forcené, dans ce discours obsessionnel, monomaniaque, dans ce tissu, ce texte sans faille. Chauvinisme, sinocentrisme.
dernier extrait, ce qui m'intéresse juste pour essayer encore une fois de nuancer la vision extrêmement sévère de Simon Leys. Il faudrait donc payer la révolution du prix de tout ce que j'aime, le discours libre, exempté de toute répétition et l'immoralité. En relisant mes carnets pour faire un index, je m'aperçois que si je les publiais ainsi, ce serait exactement de l'antonymie. Mais que faire d'autre? On ne peut en effet que approuver, discours in, impossible. Critiquer, discours out, impossible. Décrire un séjour en vrac, phénoménologie, antonymie, criminel, intention perfide et procédé méprisable. Puisque Antonioni a fait un documentaire sur la Chine et il a été considéré comme criminel par le gouvernement maoïste. Chinois, au fond, des Quakers. Ils conquièrent l'Amérique marxiste. Les femmes sont des hommes. Bref, dans cet extrait, on voit comment Roland Barthes est embarrassé à rendre compte finalement de l'expérience et du voyage qu'il est en train de faire en Chine. Il ne sait pas comment faire. Mais en tout cas, ces carnets de voyage sonnent différemment de l'image que peut en donner Simon Leys. On voit dans ces carnets de voyage que c'est un reflet assez savoureux même de la propagande auquel Roland Barthes et le groupe tel quel sont soumis. Mais c'est vrai que si on revient à l'article qui a été publié en 1974 dans Le Monde par Roland Barthes, alors là, on peut être d'accord avec Simon Leys. C'est-à-dire qu'on a affaire à un flagrant délit de langue de bois. Je vais vous en lire quelques extraits, et pour le coup, je ne vais pas vous le lire intégralement parce que c'est vraiment très pénible. La Chine, comme l'a vu Roland Barthes, donc j'ai été chercher dans les archives du Monde, nous agitons l'arbre du savoir pour que la réponse tombe et que nous puissions revenir pourvus de ce qui est notre principale nourriture intellectuelle, un secret déchiffré. Mais rien ne tombe en un sens. Nous revenons, hors la réponse politique, avec rien. La Chine semble résister à livrer ce sens, non parce qu'elle le cache, mais plus subversivement parce que, en cela bien peu confucéenne, elle défait la constitution des concepts, des thèmes, des noms, elle ne partage pas les cibles du savoir comme nous. Dès ce moment, un champ nouveau se découvre, celui de la délicatesse, ou mieux encore, je risque le mot qui, à le reprendre plus tard, de la fadeur. Il écrira plus tard, le thé vert est fade, par exemple. Le corps n'est plus à comprendre qu'il s'entête là-bas à ne pas signifier, à ne pas se laisser prendre dans une lecture érotique ou dramatique, sauf sur la scène. Ai-je parlé de la fadeur? Un autre mot me vient, plus juste. La Chine est paisible. La Chine est paisible. Alors qu'il est justement en pleine, comme le souligne Simon Leys, en pleine propagande anti-Piling-Picong, et que cette propagande a des conséquences sanglantes. Là, Roland Barthes est clairement aveugle, et cet article témoigne finalement de l'embarras tel qu'on pouvait le dire dans les carnets, finalement. Il n'a pas... et on peut se demander s'il a vraiment eu le courage, si ce qui ne le caractérise pas, effectivement, comme le dit Simon Leys, c'est l'absence de courage. On peut se... Que dit-il encore? Quoi? Nulle liberté si, sous la croûte rhétorique, le texte fuse, le désir, l'intelligence, la lutte, le travail, tout ce qui divise, déborde, passe. Et là, c'est même en contradiction avec ce qu'il note dans ses carnets de voyage, où l'ennui affleure à tout bout de champ. Donc, d'une certaine manière, l'article qu'il publie en 1974 dans Le Monde n'est pas, il faut bien le dire, n'est pas très honnête. Cependant, puisqu'on parle de courage et d'honnêteté intellectuelle, si on lit par exemple ce livre Pour Roland Barthes de Chantal Thomas, on s'apercevra que Roland Barthes, à l'époque, si on le replace dans le cadre intellectuel
effervescents de l'époque ne manquaient pas de courage, justement. Et à l'intérieur de la gangue marxiste qui caractérisait la société